Le 24 novembre 1971, la plupart des Américains sont occupés à préparer Thanksgiving. Les aéroports sont bondés, des milliers de personnes prennent l'avion pour rejoindre leur famille. Parmi elles se trouve un homme qui ne ressemble à personne d'autre. Il ne court pas, il ne semble pas stressé. Il marche tranquillement jusqu'au comptoir de Northwest Orient Airlines. Il demande un billet simple pour un vol entre Portland dans l'Oregon et Seattle dans l'État de Washington. Le prix, seulement $20, rien d'inhabituel. À cette époque, acheter un billet d'avion est extrêmement simple. Aucune pièce d'identité n'est demandée, aucun contrôle de sécurité. Personne ne fouille les bagages. Cet homme donne un nom, Dan Cooper. Aujourd'hui, le monde entier le connaît sous un autre nom, D.B. Cooper. Mais ce nom est en réalité une erreur commise par un journaliste quelques jours après le détournement. Son véritable billet indiquait bien Dan Cooper. C'est la première chose qui rend cette affaire étrange. Et ce ne sera certainement pas la dernière. Les témoins décrivent un homme d'environ 40 à 50 ans. Il mesure environ 1,78 m à 1,80 m. Il est bien habillé, costume sombre, chemise blanche parfaitement repassée, cravate noire maintenue par une pince, mocassin noir ciré. Il porte également un imperméable. Ses cheveux sont courts, bruns, légèrement grisonnants. Son visage est calme, aucun signe de nervosité. Il fume cigarette après cigarette. À l'époque, il est encore permis de fumer dans les avions. Les hôtesses diront plus tard qu'il semblait presque élégant, même poli, jamais agressif, jamais violent, jamais pressé, comme si tout était parfaitement prévu. À 14h30, le vol 305 décolle. À bord se trouvent 36 passagers et 6 membres d'équipage. Personne n'imagine que ce vol va entrer dans l'histoire. Quelques minutes après le décollage, Cooper appelle discrètement une hôtesse de l'air. Son nom est Florence Schiffner. Il lui tend un petit morceau de papier. Au début, elle ne le lit même pas. Il pense qu'il s'agit simplement du numéro de téléphone d'un homme qui tente de la séduire. Mais Cooper se penche vers elle et lui dit, voix parfaitement calme, « Mademoiselle, vous devez lire le message. J'ai une bombe. » À cet instant, tout bascule. Lorsque Florence Schiffner lit enfin le message, elle comprend immédiatement que quelque chose de grave est en train de se passer. L'homme assis devant elle ne plaisante pas. Elle regarde discrètement vers Cooper. Il est toujours assis tranquillement. Pas de cris, pas de menaces, pas de mouvement brusque. Juste un homme calme qui attend. Une chose est étrange, Cooper ne cherche pas à faire peur. Il ne cherche pas à contrôler l'avion par la force. Il donne simplement des instructions. Florence retourne voir les pilotes. Dans le cockpit se trouve le commandant William Scott. Au début, l'équipage pense à une plaisanterie, mais rapidement, ils comprennent que la situation est réelle. Les autorités au sol sont contactées, la police et le FBI sont informés, mais une décision importante doit être prise. Ne pas paniquer les passagers. Personne dans l'avion ne doit savoir ce qui se passe. Pendant que les autorités cherchent une solution, Cooper reste assis à sa place. Il observe, il attend, comme quelqu'un qui connaît déjà chaque étape de son plan. Puis les demandes de Cooper arrivent. Il veut $2,200 en billets de $20, 4 parachutes, un avion prêt à repartir et du carburant supplémentaire. À l'époque, une telle demande paraît incroyable, mais les autorités acceptent. Pourquoi ? Parce qu'elles veulent éviter une catastrophe. Elles ne savent pas si la bombe est réelle, elles ne savent pas jusqu'où Cooper est prêt à aller, alors elles choisissent de coopérer. Pendant ce temps, les passagers continuent leur voyage.
sans savoir qu'ils sont au centre d'un des plus grands mystères criminels de l'histoire. L'avion arrive finalement à Seattle. Sur le sol, les autorités préparent l'argent et les parachutes. Après l'atterrissage, Cooper accepte de libérer les passagers. Les 36 personnes peuvent sortir de l'avion, elles repartent libres. Mais Cooper n'a pas terminé. Il garde avec lui plusieurs membres de l'équipage. Son plan continue. Une fois l'argent et les parachutes à bord, Cooper donne de nouvelles instructions. L'avion doit repartir, direction Mexique. Mais avec des conditions, il demande que l'avion vole à basse altitude, avec le train d'atterrissage sorti, avec les volets partiellement ouverts et à une vitesse limitée. Des conditions très difficiles pour un avion de ligne. Les pilotes savent que quelque chose est différent. Cooper semble connaître l'aviation, il sait exactement comment fonctionne l'avion, il sait qu'une porte arrière peut être ouverte en plein vol. Il sait comment utiliser une parachute, mais une question commence déjà à apparaître dans l'esprit des enquêteurs. Qui est vraiment cet homme? Un ancien militaire, un pilote, un parachutiste expérimenté ou simplement quelqu'un qui a étudié son plan pendant des mois? L'avion redécolle dans la nuit. À l'intérieur, il n'y a presque plus personne, seulement Cooper et quelques membres d'équipage. À l'extérieur, le ciel est noir, la pluie tombe, les montagnes et les forêts de l'État de Washington disparaissent dans l'obscurité. Et quelque part dans cet avion, un homme prépare son dernier mouvement, car quelques minutes plus tard, il va ouvrir la porte arrière de l'avion et disparaître. D.B. Cooper était-il mort cette nuit-là ou a-t-il réussi le crime parfait? Si cette histoire vous a intrigué, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres mystères, histoires incroyables et affaires jamais résolues. À bientôt pour une nouvelle enquête.